tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs en semaine, 15h, sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-André Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va transformer Noël en un succès financier avec notre conseiller financier Cédric Larigaldi. En fait, c'est le thème de sa chronique aujourd'hui. On va en apprendre davantage sur les statistiques du logement canadien. Et tout de suite, pour commencer, on découvre ensemble en exclusivité le nouveau numéro du droit famille qui sera disponible seulement demain. Et pour en parler, M. Jean-Marc Dufresne, avec qui on a toujours le plaisir de discuter. Sur la couverture, Jean-Marc, on a vu le Père Noël parce que tu as une entrevue intime avec le vrai Père Noël. Mais il y a tellement de choses à dire là-dessus qu'on a décidé de ne pas en parler, mais de parler d'autres sujets. Par quoi on va commencer? Écoute, on fait un petit clin d'œil rapidement pour dire que les parents qui veulent tout savoir sur le Père Noël pourront lire cette entrevue intime-là qu'on a réalisée au pôle Nord avec The Real Thing, le vieil homme en rouge lui-même. Et il y a des petits clins d'œil aux parents là-dedans, je vous dis juste ça. Mais le sujet dont on doit parler en début d'émission est malheureusement un petit peu plus lourd, un peu plus triste. Oui. Beaucoup de parents sont aux prises avec le trouble d'opposition chez les enfants. Et on a pensé que c'était important à ce stade-ci de revenir un peu sur cette question-là. Qu'est-ce que c'est que le trouble d'opposition ou de provocation? C'est une désobéissance quasi généralisée. Alors, c'est pas parce que votre enfant s'oppose ou est pas toujours d'accord avec vous là, que ça en fait nécessairement un trouble d'opposition. Mais quand c'est quasiment généralisé, là, ça devient un peu plus sérieux, un peu plus grave. Autre chose à savoir, c'est que à 2-3 ans, c'est normal chez l'enfant qu'il aille à développer son autonomie. Ça fait partie des phases qu'il doit traverser. Mmh. Quand on est au-delà de l'âge de 5 ans, là, il y a lieu de commencer, si ça se perdure, si ça continue comme ça, il y a lieu de commencer à se poser des questions. Et comment ça va se manifester, ce trouble d'opposition-là? Devant une situation qu'il n'aime pas, vous lui demandez de faire quelque chose, ça ne tente pas quoi que ce soit. L'enfant peut avoir essentiellement vous en avez dans votre entourage, 3 réactions oppositionnelles. Il peut être passif, c'est-à-dire il a l'air de faire ce qu'on lui demande, mais il le fait pas. Il peut être agressif, il va crier, il va frapper, il va lancer des objets. Ou il peut être passif-agressif, c'est-à-dire qu'il va le faire, mais oups, regardons ça, il a brisé quelque chose en se rendant. C'est sa façon à lui un petit peu de réagir à la situation. Et on a même parlé à des parents qui sont aux prises avec des enfants qui ont ce genre de problème-là, Claude-André. Oui, et j'aime beaucoup le fait que tu essaies de catégoriser les âges, parce que quand j'ai commencé à lire l'article, ça me rappelait carrément mon neveu, parce qu'en ce moment-là, il a 2 ans, il veut porter ses bottes seul, il veut porter son manteau seul, il ne faut pas le toucher, il ne faut pas l'aider. Mais après, quand j'ai continué de lire, j'ai compris que c'est de son âge, là, c'est normal. Il ne faudrait pas qu'on s'inquiète pour l'instant, mais passé les 5 ans, il faudrait se poser des questions. Et tu as rencontré des experts, je pense, pour ça. D'abord, j'ai rencontré des parents ici dans la région qui vivent ce genre de situation-là. Roxane est une maman qui a adopté 2 enfants d'un autre pays, 2 enfants de 6 et 8 ans qui ont des troubles d'opposition. Wow. C'est relativement fréquent dans des cas d'adoption. Les petits manifestent leur besoin de contrôle par leur refus, par exemple, d'aller à la salle de bain quand c'est le temps, la perte de temps dans les routines. Et souvent, ils vont recourir à la violence, des coups de pied, des coups de pain, des coups de poing. T'es pas fin, je t'aime pas, on va mordre, des choses comme ça. Alors, pour un parent, ce que la maman Roxane nous dit, ça devient difficile de s'attacher à l'enfant parce que on passe moins de temps de qualité à donner de l'affection et on passe plus de temps à gérer des comportements. Et ça, c'est un cercle vicieux qu'il faut briser. Tu parlais d'experts tantôt. Ouais. Ceux qu'on a consultés nous ont dit, écoutez, l'argumentation, là, ça, c'est ce qui est le carburant qui maintient le cycle d'opposition. Wow. Coupez l'argumentation et vous allez couper beaucoup l'opposition. Par exemple, la maman nous dit, nous, on compte jusqu'à 3 pour que l'enfant se conforme. S'il l'a pas fait à 3, on l'isole et on cesse complètement d'interagir avec lui pendant quelques minutes. Et après ça, c'est essentiel que ce temps d'être-là soit immédiatement suivi d'une courte discussion avec son garçon. Pas dire, écoute, qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi
la situation a dégénéré comme ça. On lui répète souvent qu'on veut qu'il soit le plus heureux du monde. Alors ça, là, ce que tu viens de faire là, est-ce que ça mène à ça? Évidemment, c'est pas le cas. Alors, lentement, les enfants, parfois, finissent par comprendre. Wow, c'est de très bons outils qui se trouvent à l'intérieur de cet article-là. Moi, j'ai tout de suite apprécié. J'ai appelé la mère de mes neveux. Je lui ai dit, écoute, quand l'article sort, là, tu as quelque chose à lire dessus pour te préparer. Il nous reste quelque chose comme 30 secondes. J'aimerais juste savoir d'où le sujet est venu pour que tu puisses le traiter. De mon entourage. Okay. Ce sont des gens que je connais très bien qui sont aux prises avec ce problème-là, mais honnêtement, c'est plus répandu qu'on le pense. Il y a beaucoup plus de parents, et les professeurs d'école vont vous le dire, c'est beaucoup plus... on le constate plus dans notre entourage qu'il y a peut-être 15 ou 20 ans, là, ce problème de position. Merci beaucoup, Jean-Marc. Je vais te garder avec moi. On va prendre une pause parce qu'après la pause, on va continuer de parler de nouveaux sujets qui se trouvent dans le nouveau numéro du droit famille. Pour vous le prendre, là, ça paraîtra demain, www.ledroit.com. On se voit juste après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Tous les trois qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'intéresse toujours en exclusivité au nouveau numéro du droit famille. Et avec moi, toujours M. Jean-Marc Dufresne. Et Jean-Marc, là maintenant, on va parler du deuxième sujet que je trouve assez intéressant parce que tout le monde sur la Terre a déjà eu cette sensation de déjà-vu. Le déjà-vu et le jamais-vu, en fait, 70% de la population va ressentir un jour cette impression d'être déjà venu à un endroit où les fêtes s'en viennent bientôt, puis vous êtes dans la cuisine en train de jaser avec quelqu'un, il arrive quelque chose, vous dites « Hey, j'ai déjà vécu ça, je sais ce qui va se passer après. Alors, cette situation-là peut être assez déstabilisante et on se demande un peu, mais coudonc, est-ce que j'ai déjà vécu ça? Alors que souvent, on réalise qu'il y a assez peu de chances dans les faits que ce soit arrivé. Je donne une anecdote. Un homme de la région qui s'en va dans le sud avec un de ses amis dans l'autobus qui le mène de l'aéroport jusqu'au complexe hôtelier. À un moment donné, il commence à s'agiter puis il dit « Hey, je suis déjà venu ici. » Ben non, je suis jamais venu ici. C'est la première fois qu'on vient dans la région. Il dit « Non, regarde bien, après la courbe, là, il va y avoir un cimetière à droite. » Et comme de fait, après la courbe, il y a un cimetière à droite, un vieux cimetière. Alors, et là, la personne dit, j'ai déjà vécu ici. En fait, j'étais probablement un Cubain dans une ancienne vie. Alors, on s'est demandé, coudonc, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Et là, il y a deux façons de le voir. Vous avez un côté peut-être un peu plus ésotérique. On a parlé avec Serge Flocari, qui est le fondateur de Generational Quantum Healing à Ottawa, qui dit souvent, c'est parce que on vit, et là, il faut croire évidemment la réincarnation, il faut croire qu'on a la possibilité de vivre plusieurs vies. Et on dit, selon lui, que c'est parce qu'on vit un conflit intérieur entre notre ancienne vie et la nouvelle vie qu'on a choisie. C'est un peu comme si notre inconscient ne se reconnaît pas
dans celui qu'on est devenu, il cherche ses repères. Alors, c'est pour ça qu'on aurait ce genre de situation-là. J'ai parlé également à une personne qu'on appelle une empath, c'est-à-dire une personne qui disposerait de facultés particulières pour ressentir les émotions d'autrui, et qui me disait, je crois que c'est parce qu'on est tous connectés à l'univers, on fait partie d'un tout. Ce que vous reconnaissez, c'est juste que ça a déjà été vu par quelqu'un d'autre, et ce souvenir-là est présent dans cette espèce de grand bassin de connaissances dont vous faites partie. Okay. Il dit, il n'y a pas de raison particulière pourquoi ça arrive, il s'agit de l'accueillir. Ça, c'est le côté un peu ésotérique. La science. Le côté de la science. Maintenant, qu'est-ce que la science dit à ça? J'ai parlé avec la professeure agrégée à l'École de psychologie de la Faculté des sciences sociales de l'Université d'Ottawa, Nafissa Ismaël. Elle dit, écoutez, on pense que c'est une question d'interaction entre notre mémoire à court terme et à long terme. On pense que le déjà-vu, ça survient quand la mémoire à court terme prend des fragments de souvenirs dispersés en différents endroits du cerveau, puis elle fait une espèce de collage. Elle crée une réalité qui n'existe pas. Pourquoi ça fait ça? On ne le sait pas. Les recherches ne sont pas assez avancées pour ça. Il y a aussi une autre explication qu'avance la science, c'est que le déjà-vu pourrait être causé par une anomalie électrique qui active en même temps les parties du cerveau qui contrôlent les souvenirs et la perception du présent. Alors, par exemple, vous vivez un événement ponctuel, vous le vivez là, mais votre cerveau, il y a comme un décalage au niveau de son traitement électrique de l'information et il fait comme si ça venait du passé, alors qu'en réalité, il est produit par la mémoire à court terme. Alors, ça serait un petit peu cette confusion-là qui arriverait. Il y a l'inverse aussi, le jamais vu. Je vous donne un exemple. Pendant 30 ans, je fais le même chemin pour me rendre au travail. Et un matin, en embarquant sur l'autoroute, je ne reconnais pas le paysage. Pendant quelques secondes, c'est comme si je me trouvais dans le Midwest américain. Et au bout d'un certain temps, les éléments retombent en place, puis bon, je reconnais le viaduc, je reconnais les pancartes, les arbres ici et ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un début de démence? Selon la professeure à qui on a parlé, non, ce n'est pas un début de démence. Parfois, le manque de sommeil, le stress ou d'autres circonstances ont pour effet d'effacer partiellement ou complètement l'espèce de trace de ce que vous avez vécu dans votre mémoire. C'est effacé et remplacé par quelque chose de nouveau que vous voyez parce que vous êtes sur l'automatisme. Le cerveau, c'est une grosse machine. Oui, c'est un ordinateur. Alors, ça lui arrive des fois d'effacer des codes par erreur. Et elle dit, d'ailleurs, quand vous revenez sur vos pas, c'est ce qui fait, j'ai oublié mon téléphone ou je l'ai mis, je me rappelle pas, vous revenez sur vos pas, vous reprenez votre idée. Quand est-ce qu'on devrait s'inquiéter? Et je termine là-dessus. On devrait consulter quand on n'est pas conscient d'avoir oublié. Si nos proches doivent nous rappeler qu'on se répète, si on est perdu, qu'on ne peut pas retrouver le fil de ce qu'on devait faire sans l'aide de quelqu'un, alors là, on devrait voir un professionnel. Wow! En tout cas, c'est un super bel article là et j'invite les gens à vraiment le lire à partir de demain. On va parler du dernier sujet d'aujourd'hui. En fait, il nous reste quelque chose comme 3 minutes. Puis le temps de fête, là, Jean-Marc, tu conviens avec moi que c'est le temps où on partage de l'amour, mais qu'en est-il des personnes qui vivent l'amour à distance? C'est assez compliqué. Et là, on va changer de chaise parce que je pense que tu connais bien la personne qui a écrit l'article en question. C'était ta première collaboration pour un volet dans le magazine. Je t'en félicite d'ailleurs. Merci beaucoup. Et dans le cadre de cet article-là, tu as été rencontrer des gens qui vivent un amour à distance et tu leur as demandé, mais comment on fait pour que l'amour dure? Qu'est-ce qu'ils t'ont répondu? Beaucoup de communication, mais au fur et à mesure que je discutais avec ces personnes-là, je me suis rendu compte que la communication peut signifier beaucoup de choses pour différentes personnes en même temps. C'est pour ça que je suis allée voir des experts qui ont mentionné le fait que la communication, là, ça part de la connexion émotionnelle, ça part de la vulnérabilité, surtout pour des personnes qui sont à distance. Parce que c'est facile, là, comment je vais dire ça, de faire basculer son couple là, dans qu'est-ce qu'on veut pas à cause de notre propre ressenti. J'ai trouvé ça intéressant, qu'est-ce que j'ai partagé avec les personnes que j'ai pu interviewer. Puis on se rend compte que la situation est très différente par rapport à un couple qui vit une relation à distance qui n'a pas d'enfants et un autre couple qui vit une relation à distance qui a des enfants. Et ouais. Ne serait-ce qu'au niveau des responsabilités. Oui, définitivement. Écoute, on pourrait évidemment en parler pendant des heures parce qu'il y a beaucoup à dire. Tu as été chercher beaucoup d'informations, mais je pense qu'on devrait peut-être mettre un petit peu le focus sur les choses qu'on peut faire. Parce que j'allais te demander, est-ce que c'est possible une relation à long terme à distance? Tu parlais à des gens qui, effectivement, ont réussi à le faire, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour entretenir cette flamme-là? Établir des bases solides, établir une routine, moi, je pense que ça, c'est important. En plus de ça, parler des problèmes de confiance parce que la relation à distance, là, tout de suite, là, on se rend compte que
qu'on pense facilement à l'infidélité et ça traumatise et ça paralyse beaucoup de couples. Donc, ça serait important de discuter, d'avoir cette discussion assez difficile là sur le problème de confiance. Dire j'ai mal parce que hier soir tu devais me parler, tu m'as pas parlé, mais j'ai commencé à me faire des films, exprimer qu'est-ce qu'on sent sans gêne. Et c'est ça que le thérapeute de couple Bouma Maïcha a mentionné, mais aussi M. Paul Gruiman qui est professeur de psychologie à l'UQO. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à parler avec eux parce qu'ils m'ont donné beaucoup d'informations qui vont aider surtout les relations en couple. Et tu as mentionné également que de rester coquin, de garder l'envie de séduire. C'est important de garder la flamme parce qu'il y a la distance et il y a la barrière de la communication numérique. Alors, en restant flirt, en restant dans la séduction, on aide la relation. Définitivement, en restant dans la séduction, on aide beaucoup la relation. Et quand on parle de séduction, il y a beaucoup d'outils qu'on peut utiliser. On se rend compte maintenant qu'on a des réseaux sociaux. Puis il y a je ne sais pas si je peux le mentionner, mais on sait que sur WhatsApp, maintenant, il y a la possibilité d'envoyer des photos aux gens dans nos contacts qui peuvent s'effacer dans les 1 heure qui suivent, les 24 heures. Donc, ça peut être des outils qu'on peut utiliser pour attiser la flamme. Merci beaucoup, Jean-Marc. Toujours avec prudence. Oui, définitivement. Toujours avec prudence, évidemment. Et les détails de tout ça, vous les trouverez dans le magazine Le Droit Famille qui sera publié demain, encarté dans le quotidien Le Droit et disponible également via les plateformes numériques sur le site ledroit.com. Merci beaucoup pour la collaboration et merci beaucoup pour la confiance que le droit m'a faite. Bonne journée. Avec grand plaisir et joyeuses fêtes à tous. Joyeuses fêtes. Alors, pour vous autres à la maison, pour vous procurer le nouveau numéro du Droit Famille, ça sera au www.ledroit.com/le droit famille. Alors, ce numéro-là apparaîtra seulement demain, donc soyez à l'affût. On va prendre une pause et juste après la pause, on va apprendre davantage sur les statistiques du logement canadien. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Que disent les statistiques du logement canadien? Je ne le sais pas. Mais mon invité, M. Jean-Philippe Deschamps-Laporte, qui est chef du programme de la statistique du logement canadien, est avec nous pour nous donner plus de détails. Et j'aimerais ça, pour commencer, que vous nous parliez un peu de votre programme. C'est quoi ce programme? Bonjour Claude, merci de m'avoir à l'émission. Le programme de la statistique du logement canadien est relativement récent. La plupart des gens connaissent le recensement de la population qui s'est déroulé en 2021. D'ailleurs, on a eu un excellent taux de réponse de 98 donc 84 des gens l'ont fait en ligne. Donc, il y a des programmes qui sont établis depuis bon nombre d'années. Dans le cas du recensement, c'est plus que 100 ans. Malgré l'excellent travail que nous faisons au niveau de ces enquêtes, il demeure qu'il y a certaines questions qui ne peuvent pas être répondues par l'entremise des enquêtes.
En 2016-2017, il y avait énormément de préoccupations qui existaient au pays par rapport au marché immobilier. Ces préoccupations persistent jusqu'à maintenant. Puis le gouvernement fédéral se demandait toutes sortes de questions par rapport à la présence des acheteurs non résidents, par rapport à la composition du marché du logement. Et puis les enquêtes que nous avions à l'époque ne permettaient pas de répondre à ces questions. Donc on a mis de l'avant une toute nouvelle approche qui en soi est novatrice à l'échelle mondiale, c'est-à-dire c'est un programme d'intégration de données où on va chercher les données du registre foncier, du rôle d'évaluation municipale, et puis on joint ces informations-là avec des données fiscales, avec des données d'immigration, afin de créer une base de données très, très riche pour pouvoir donner un portrait détaillé, annuel, de ce qui se passe dans le domaine du logement, sans même poser une seule question aux Canadiens. Donc, ce qui est assez différent de la manière que nous faisons les enquêtes, par exemple. Donc, grâce à ce programme, on parvient à développer des données pour toutes sortes de régions qui, normalement, sont mal couvertes. Donc, les segments ruraux, par exemple, ou des particularités vraiment spécifiques dans le marché du logement. Les enquêtes, c'est pas nécessairement le meilleur véhicule pour répondre à ces questions. Donc, on a développé quelque chose au Canada, et puis on a des partenaires à l'international, que ce soit en Australie, qui ont des préoccupations par rapport aux logements qui sont similaires aux nôtres, ou en Europe, qui regardent le travail qu'on a fait au Canada à ce niveau. Il y a plusieurs points quand vous faites vos différentes analyses là que vous essayez de déterminer et j'aimerais qu'on commence avec le premier point parce que je trouve qu'ils sont tous intéressants. C'est le profil des acheteurs de propriétés résidentielles. Qu'en est-il à ce sujet? Excellente question, Claude, je vous remercie. Donc, jusqu'à maintenant, il était impossible de savoir qui achète des maisons. Oui. Depuis plus de 40 ans, l'Association canadienne de l'immeuble publie des données très détaillées sur les propriétés qui sont transigées, le stock en inventaire qui est disponible sur le marché, mais jusqu'à l'été dernier, on n'avait aucune information à ce sujet. Donc, au cours de l'été, début de l'automne, on a publié une série d'articles qui, essentiellement, détaillent le profil de ces acheteurs. Donc, la couverture est partielle, donc je vais m'attarder à certaines provinces en particulier. Je pense qu'on a même une image, en fait, qui la montre. Oui. Oui, tout à fait. Donc ici, ce que vous avez, c'est le profil des propriétaires de manière globale. Et ce que vous voyez sur la carte, c'est que dans la région de Toronto, les jeunes propriétaires, donc ceux qui sont âgés de moins de 35 ans, ont tendance à être situés dans la couronne. Donc, il y a la proportion des jeunes propriétaires plus au cœur de la grande région de Toronto. Okay. Elle est plus basse. Puis ça, c'est probablement corrélé avec les prix. Donc, ce qu'on voit, c'est que, évidemment, les premiers acheteurs, les acheteurs plus jeunes, ont tendance à être situés dans la couronne des grandes villes dû à l'abordabilité des logements qui sont disponibles sur le marché. Donc, on a fait une analyse où on en est venu à détailler, par exemple, le revenu. Donc, combien est-ce que ça prend comme revenu afin de pouvoir posséder une propriété? Puis, ce qu'on est venu à déterminer, c'est que dans l'Atlantique, donc par exemple en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, on voit que les premiers acheteurs n'ont pas nécessairement un revenu plus élevé que les acheteurs répétés. Donc, les gens qui, par exemple, s'achètent une seconde propriété ou des gens qui vendent leur maison et en achètent une deuxième. Donc, on voit que pour entrer dans le marché, on peut avoir un revenu relativement bas comparativement aux autres acheteurs. Oui. Par contre, en Colombie-Britannique, où les prix sont très, très élevés comparativement aux maritimes, c'est la tendance inverse qu'on voit. Donc, on voit vraiment qu'il y a une difficulté spécifique pour les jeunes acheteurs, les gens à plus bas revenus, à atteindre la propriété de logements, là, particulièrement en Colombie-Britannique. Puis, on vient à détailler ces informations-là entre les hommes et les femmes, par exemple, les gens qui ont des enfants et les gens qui n'ont pas d'enfants. Donc, comme on le sait, le logement, c'est une des dépenses les plus importantes pour les ménages canadiens. Puis, suite à ça, souvent viennent les frais de garde. Donc, les gens viennent souvent faire des choix au niveau de leur logement
conjointement avec d'autres choix qu'ils font dans leur ménage. C'est vrai. Donc, en Ontario, je pense que récemment, on disait que les garderies à Toronto, c'est souvent plus de 2000 $ par mois. Donc, si on vient à faire la somme de ça avec les coûts associés avec une propriété, ça commence à faire beaucoup. Donc, on voit que les gens qui ont des enfants, eh bien, il y a une très, très grande différence entre le revenu des hommes et des femmes, ce qui pourrait suggérer que les gens font des décisions de, par exemple, garder la maman à la maison pour éviter d'avoir des frais de garde afin de pouvoir se permettre là, de posséder une propriété. Donc, c'est des choix difficiles que les ménages ont à faire et on voit cette tendance-là dans nos données particulièrement. C'est super détaillé ce que vous faites là. Wow! Une autre particularité des données qu'on a diffusées, c'est au niveau de l'immigration. Donc, comme on le sait, l'immigration, c'est le moteur de la croissance de la population au Canada. La croissance de la population simplement due aux naissances est relativement bas et est en décroissance depuis les années 50 au pays. Donc, le Canada repose sur l'immigration pour la croissance de sa population. Donc, dans un contexte comme ça, il convient de se demander qu'est-ce qui se passe pour les immigrants au niveau de la propriété résidentielle. Alors, est-ce qu'on a démontré? Je pense que allez-y. Par rapport à la question, on va prendre une pause pour souffler un peu des premières informations qu'on a reçues et juste après, on va continuer de discuter concernant l'immigration. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On s'intéresse toujours aux statistiques de logement du Canada. Et là, en début de notre entrevue avec M. Jean-Philippe Deschamps-Laporte, qui est chef du programme de la statistique du logement canadien, on a parlé un peu du profil des acheteurs. Et pendant qu'on parlait du profil des acheteurs, on voulait aussi mentionner le fait que l'immigration aussi joue un rôle important dans ce profil-là. Tout à fait, Claude. Comme on le disait à l'instant, les immigrants comptent pour une grande proportion de la croissance de la population au Canada. Donc, il convient de se questionner sur leurs habitudes d'achat de propriétés résidentielles. Puisque les données démontrent, c'est qu'ils sont effectivement très présents parmi les acheteurs. Ils sont en fait surreprésentés par rapport à leur proportion dans la population générale. Okay. Puis lorsqu'on regarde au type de maison, de résidence qui s'achètent, on voit que les immigrants ont tendance à préférer des propriétés dans des zones urbaines. Puis il y a toute une littérature qui existe pour un peu comprendre ce que ça veut vraiment dire. Le fait d'immigrer, c'est d'adopter un nouveau pays. C'est de s'intégrer
dans une communauté, puis souvent, on va essayer de trouver des endroits où il y a des gens de notre propre communauté d'origine. Et puis, ce cycle-là a tendance à prendre place dans les villes. Ce qu'on voit aussi, c'est que les immigrants ont tendance à acheter des propriétés qui sont plus coûteuses que celles achetées par les non-immigrants. Il convient de se questionner, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Oui. Il y a toutes sortes de réponses qui sont possibles. Et puis, ce que d'autres études ont démontré, c'est que dans ce processus d'intégration, les immigrants veulent bâtir un sentiment d'appartenance tangible. Donc, si une personne a des économies à faire entre mettre des sous dans un REER ou dans un CELI, ou bien les investir dans de la brique et du mortier, eh bien, en général, il semble qu'il y a une préférence pour justement investir dans le marché immobilier plutôt que dans d'autres actifs. Puis, il est possible de spéculer que c'est justement pour bâtir ce sentiment d'appartenance, de dire « je suis au Canada, je possède une maison ». Oui, je suis très d'accord avec ça. Et puis, de plus en plus, on parle des différentes options que peut-être la banque ou bien quand on parle avec un courtier immobilier nous donne des options de sorte à ce qu'on se dise « OK, c'est possible pour moi aussi de prendre une maison ». Puis, je suis très d'accord avec le fait de rechercher ce sentiment d'appartenance-là parce que maintenant qu'on en parle, je le remarque chez beaucoup de personnes immigrantes qui ont une maison en fait, je les ai en tête, là, ça a juste cliqué dans mon esprit et c'est très vrai. Là, maintenant, on va parler, en fait, de l'offre de logement et de la croissance des villes. Oui, tout à fait. Donc, comme vous le savez, il y a toutes sortes de préoccupations qui existent au pays par rapport au prix. Puis le marché de l'habitation, ce sont plusieurs petits marchés locaux et puis qui relèvent de la demande et de l'offre. Donc, on a bien dressé le portrait de la demande. Donc, il est important de se dire, qu'est-ce qui se présente sur le marché? À quel point est-ce qu'on construit des nouvelles propriétés? Et puis, est-ce qu'on les construit assez vite pour combler la demande? Donc, on voit que, par exemple, dans la région de Toronto, les plus récentes données démontrent que la croissance a été de 2 % de 2019 à 2020. Pardon, c'était dans la région de Vancouver de 2 %. À Toronto, c'était 1,6 %. Donc, il y a une accélération par rapport à la période précédente de la croissance du parc immobilier. Ceci étant dit, c'est toujours important de comparer ça avec la croissance de la population. Donc, dans le cas de Vancouver, ça a été un petit peu plus rapide au niveau de la croissance du parc immobilier par rapport à la population, ce qui est de manière générale un bon signe. Il faut toujours se dire, est-ce qu'on était à l'équilibre avant cette croissance-là? Probablement pas. Donc, on voit qu'il y a une certaine accélération, tout le moins, là, dans la croissance du parc immobilier. La nature de cette accélération-là a tendance, surtout, d'être dans le marché des appartements en copropriété. Donc, souvent plus abordable, souvent plus rapide à construire aussi. Donc, lorsqu'on vient faire une tour, il y a 200, 300 unités qui deviennent disponibles. Donc, en Ontario, en Colombie-Britannique, c'est définitivement le moteur de la croissance est définitivement dans le segment du condo. Ce qu'on partage en ce moment-là, c'est intéressant. J'aimerais ça le mentionner que c'est disponible sur vos cartes thématiques, des cartes thématiques qu'on voit pendant qu'on fait notre conversation. Donc, les gens, monsieur, madame, tout le monde peut avoir accès à ça et savoir exactement vers où je peux aller me positionner, en fait. Quel est l'endroit, en fait, qui sera favorable pour moi. Puis c'est ça que j'apprécie avec votre travail à vous parce que vous essayez de démystifier un peu tous ces termes immobiliers et autres. Là, moi, c'est pas mon truc, mais quand j'ai lu les cartes, j'ai compris exactement qu'est-ce que ça voulait dire. On va continuer dans notre discussion et puis j'aimerais ça qu'on parle des tendances au sujet des non-propriétaires. Au niveau des propriétaires non résidents... c'est ça, propriétaires non résidents. C'est une erreur de ma part. Pas de problème. Donc, c'était une des raisons pour laquelle on a créé le programme en premier lieu. Donc, le gouvernement fédéral, dans le dernier budget, avait annoncé des mesures pour justement trouver des manières potentiellement d'atténuer la hausse des prix du logement. Donc, une d'entre elles, c'était spécifiquement par rapport aux propriétaires non résidents. Il y a déjà des mesures qui existent en Colombie-Britannique, par exemple. Puis, ce qu'on voit, c'est qu'à travers le temps, la proportion des propriétés qui sont possédées par des gens qui ne résident pas au pays est très stable.
Donc, en Ontario, c'est environ 2,2 des propriétés qui sont possédées par des gens qui n'habitent pas au pays. En Colombie-Britannique, c'est 3,1 mais ça, c'est dans son ensemble. Si on regarde des quartiers en particulier, donc il y a une municipalité dans l'intérieur de Vancouver qui s'appelle Metro Vancouver, ou comme on l'appelle à Statistique Canada, Greater Vancouver A, où c'est près de 15% des propriétés qui sont possédées par des non-résidents. Donc, ce qu'on vient démontrer, c'est qu'il y a des points chauds dans les villes, par exemple Greater Vancouver et à Vancouver, mais aussi, par exemple, dans les maritimes, on voit certains endroits davantage à connotation récréative. Donc, comme vous avez sur la carte devant vous, il y a Campobello Island au Nouveau-Brunswick, qui est situé très, très près des États-Unis. Donc, il y a des vacanciers qui peuvent posséder des propriétés à Campobello, dans cet exemple-là, mais aussi on voit d'autres endroits, d'excellents endroits de chasse à l'orignal, par exemple, où il y a une proportion plus élevée. Donc, il y a différentes raisons qui motivent les propriétaires non résidents de justement posséder des propriétés au Canada. Puis, en fonction de ces différentes raisons-là, ben, ça peut informer différents types de politiques pour justement régler certains problèmes dans le marché du logement. Merci beaucoup de le mentionner parce que ça peut créer des, je ne veux pas dire des conflits, mais ça peut créer des problèmes à des personnes qui veulent, par exemple, s'installer dans un quartier, mais ce quartier-là, il est vraiment peuplé de personnes qui sont propriétaires, mais non résidents. Ça donne une hausse, là, et puis finalement, on se dit, bien, je ne peux pas rester ici. Donc, j'espère que ces informations-là vont aider aussi le gouvernement. Oui, tout à fait. Donc, notre rôle, c'est vraiment d'offrir des données pour que les particuliers, les entreprises et les gouvernements à tout niveau puissent prendre des décisions éclairées. Parce qu'auparavant, on devait se fier à des anecdotes, à des petits sondages par-ci, par-là, alors qu'on vient à mettre de l'avant des données qui sont robustes et tout ça sans même poser une seule question aux Canadiens, donc sans demander aux gens de remplir des enquêtes. Donc, c'est vraiment novateur comme approche. Définitivement, vous faites un excellent travail. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Je vous souhaite un excellent temps des fêtes et j'espère, pourquoi pas, vous reparler sur l'émission. Bonne journée. Avec plaisir, Claude. Bonne journée. Joyeuses fêtes. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez envie d'avoir accès à tout ce dont je viens de parler avec Jean-Philippe et puis surtout avoir accès aux cartes thématiques, vous pouvez visiter le www.statcan.gc.ca. On va prendre une pause et juste après, on va ensemble transformer Noël en un succès financier avec notre conseiller financier. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Sous le toit, Hotbox senti, on a bloqué la sortie. La fumée tombe sur nous, des bouffées d'ondes avant-goût. Si je tremble, qu'est-ce que j'ai peur? Dans mon ventre, il y a un feu. Je vois flou, mais tout est là. Rouge, rouge éclair. From the top jusqu'au cap, fumée sous le toit. Fumée sous le toit. Yeah. Ring pas les pompiers, que le fling puisse durer. Yeah. Dans une vapeur à l'abri, steam bath pain de minuit. Et si tu tousses, on va pomper à terre, mettre du lousse. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, transformer Noël en un succès financier. Je ne sais pas comment c'est possible.
OK, Cédric, notre conseiller financier, Cédric, tu sais pourquoi je balbutiais tantôt? Parce que je me suis dit, ça se peut pas, là. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés tous ensemble. Il y en a envie de... ça prend des dépenses pour faire de belles retrouvailles. Oui, bien sûr. Noël est égal dépenses, puisqu'on veut passer du temps avec les gens qu'on aime, mais on n'est pas obligé non plus d'aller chercher de l'excès. Il est vrai que les 2 dernières années n'ont pas été le moment qui a facilité les réunions familiales. Donc là, on va avoir envie d'en mettre plein la vue. D'avoir une belle table, c'est ça, d'en mettre plein la vue. Et c'est bien. Il n'y a rien de mal à ça, si votre budget vous le permet. En tant qu'agent financier, on est toujours en train de regarder ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire. Ouais. Donc, que vous fassiez des rénovations, vous avez besoin d'un budget. Vous partez en voyage, vous avez besoin d'un budget. Donc là, l'idée de se dire, OK, si on peut mettre un budget, qu'est-ce qu'on met? On met juste le prix des cadeaux et puis on aligne. Souvent, ce qu'on oublie également, c'est, comme tu l'as dit et mentionné, c'est le prix des repas. Donc les cadeaux, c'est une chose, mais si on invite 25 personnes à la maison, il va y avoir un coût supplémentaire là-dessus. Et puis bien sûr, si on décide d'aller un peu plus loin pour visiter la famille, que ça soit Toronto, que ça soit Québec, Montréal, il y a peut-être des chambres d'hôtel, des choses comme ça. Donc le cadeau en lui-même n'est pas juste votre budget, il y a plusieurs choses qui doivent être rentrées là-dedans. OK. Donc, c'est pas juste de penser aux cadeaux. C'est vrai qu'on n'y pense pas vraiment parce qu'on sait juste de la nourriture. Là, je vais faire des courses et puis ça va bien aller. On va prendre la dinde, on va prendre du vin. Mais en ce moment-là, il faudrait qu'on le dise. J'étais au supermarché, les prix ont commencé à un tout petit peu grimper, un tout petit peu. Ouais, quand même pas mal. On est sur une augmentation importante. Donc, l'avantage, je dirais, c'est que on a eu plusieurs années où on a moins dépensé pendant cette période de pandémie. Oui. Donc, ça peut être un moment d'aller peut-être taper un peu plus dans vos savings. Donc, si vous avez par exemple un CELI, au lieu de peut-être dépenser trop d'argent, dire écoutez, je vais prendre un petit $500 et puis ça va me permettre de payer un peu mes dépenses. Surtout que l'avantage du CELI en fin d'année, par rapport à d'autres investissements, c'est que vous savez, lorsqu'on prend l'argent du CELI, on ne peut pas le remettre la même année. OK, il faut attendre l'année. Il faut attendre l'année d'après. Donc, si vous le prenez un 24 décembre, le prochain moment où vous allez pouvoir remettre cet argent-là, c'est le 1er janvier, c'est-à-dire 6 jours plus tard. Donc, souvent, le CELI peut être une bonne façon d'utiliser, de planifier un petit peu son budget. OK, donc pour les dépenses, là, pour éviter des excès financiers, commencez par faire de la planification et puis établir un budget. Donc là, on est quoi? On est à 14 jours de Noël. On a encore du temps de s'établir un petit budget. Ensuite de ça, il y a les cartes de crédit qui vont saigner pendant le temps des fêtes. Je suis sûre. Alors, c'est sûr, oui, les cartes de crédit. Donc là, il y a plusieurs actions. Ce qu'on conseille toujours, c'est de faire vos comptes. Ne serait-ce que sur votre téléphone, vous prenez votre téléphone, vous faites une petite liste et puis OK, j'ai dépensé ça, parce que si vous faites beaucoup de petits cadeaux à $25, vous dites j'ai pas dépensé tant que ça. Mais si vous avez acheté une cinquantaine de cadeaux, ça passe vite. On se rappelle souvent des grosses dépenses en disant j'ai acheté un gros cadeau à 250, celui-là je m'en rappelle. Mais les petits on oublie. Et puis des fois, on le fait en famille. Donc qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête pour prendre un café, on prend peut-être une glace, quelque chose comme ça. Donc de suite, il y a un supplément et on s'aperçoit qu'en fin de compte, à la fin de la semaine, on a peut-être même explosé son budget sur la première semaine. Donc allez vérifier vos dépenses. Rien ne vous empêche aussi de payer d'avance votre carte de crédit plutôt qu'attendre le 1er janvier et puis de se dire je vais jamais pouvoir y arriver. Une bonne façon d'augmenter virtuellement vos cadeaux. Donc, je sais que surtout lorsqu'on a des enfants un peu moins jeunes ou des adultes, on a tendance à acheter des cartes cadeaux de magasin. Oui. Très bien. Donc, imaginons que on va prendre quelque chose de simple, vous avez une valeur de $100. Donc là, vous pouvez acheter un cadeau de $100 avec. Mais vous pouvez, d'une certaine façon, avec la bonne stratégie, augmenter virtuellement la valeur de cette carte de $100. Tu nous expliques? Comment on s'y prend? Oui. Ouais. Vous voulez acheter un beau sac, vous avez votre carte de cadeau de $100, votre sac qui vaut $100, vous n'avez plus d'argent, tout va bien. Oui. Si vous gardez cette carte-là et vous attendez les soldes de Boxing Day ou du 1er janvier ou du début janvier, et que ce sac il vaut plus $100 mais 70. OK. Vous achetez, il vous reste $30. Et puis le truc qui était à $50 qui est maintenant à 30, vous l'achetez.
Donc, avec votre 100 $, vous avez pu acheter plus que ce que vous auriez pu acheter quelques jours avant. OK. Donc ça, c'est un message spécial. Moi, je vais le dire aux femmes. On ne va pas courir pour aller tout de suite acheter nos affaires. On va attendre un peu, surtout si on reçoit des cartes cadeaux. Puis ça me fait tellement rire. C'est vrai, on n'y pense pas parce que quand on reçoit « Oh, il m'a fait un cadeau, je veux lui montrer en fait que j'ai utilisé sa carte cadeau. » Donc, on s'empresse là d'aller acheter quelque chose. Dépense. Mais ça peut toujours atteindre. Très bonne idée. Il y a toujours des bonnes opportunités et ça vous permet d'avoir une carte cadeau pratiquement doublée dans certains cas lorsqu'on a des remises à 50%. Et puis ça peut marcher pour n'importe quelle compagnie pour laquelle vous recevez une carte cadeau. Exactement. Ouais. Acheter au bon moment plutôt qu'acheter quand c'est le plus cher. Écoute, Cédric, merci beaucoup pour ces excès financiers que tu nous essaies d'éviter. Autre chose que je voulais te demander, c'est par rapport non seulement on va utiliser peut-être la carte de crédit, on va le dire. Là. Il y a beaucoup qui vont utiliser la carte de crédit pour s'acheter des cadeaux, ce genre de trucs-là. Imaginons par exemple que toi, ton budget pour les cadeaux, c'est un 250 pour les cadeaux pour les gens de ta famille. Puis tu utilises ta carte de crédit à hauteur de 250, mais tu as en fait la moitié de cet argent-là par toi-même. Donc, est-ce que tout de suite, tu peux remettre l'argent là-dessus ou tu peux encore attendre? Je sais que c'est assez logique pour les gens, là, mais puisqu'on se dit c'est ma carte de crédit, je peux prendre le temps pour la payer. Alors, les taux d'intérêt sont élevés dans la carte de crédit. Donc, première chose, vous voulez payer votre carte de crédit lorsque vous recevez vos relevés. Okay. C'est l'idéal. De ne pas avoir, si vous avez une carte de crédit à 1 000 $, eh ben, il faut payer les 1 000 $. Donc, il n'y a pas un besoin de payer. Cependant, si vous n'aimez pas avoir de mauvaises surprises, vous pouvez faire une avance et payer avant. Faites attention. La seule chose, c'est qu'il se peut que lorsque vous recevez votre relevé, ça n'ait pas été encore pris en compte. Donc, n'ayez pas peur en disant « Oh, mais j'ai encore tout ça ». Mais parce que si vous le faites 4-5 jours avant, exactement. Donc, faites attention. Un autre point à propos des cartes de crédit, si vous voulez économiser un petit peu de l'argent, souvent on a des points, voire de l'argent au retour. Allez vérifier dans tous vos petits comptes, parce qu'il se peut qu'il y ait un 50 $, un 30 $, on se dit, bon, 30 $, j'en ai pas besoin. Oui, mais un 30 plus un 50 plus un 70, de suite, vous vous retrouvez avec un paquet d'argent gratuitement, qui peut vous servir justement à faire des achats pour Noël. Je suis très d'accord avec toi. J'ai beaucoup aimé ton astuce que j'ai eue en exclusivité hier. Alors, on va prendre une pause et juste après la pause, tu vas nous partager des nouvelles concernant les prévisions pour les taxes dans 2022. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Plonger lorsqu'il faut plonger, prendre un élan, son souffler, sauter, comme si l'on se donnait le droit de vivre, enfin le droit d'exister. Et puis nager au fil du temps. Plonger plutôt qu'y penser, vaut mieux se lancer la tête baissée, comme si le pire n'allait pas arriver, s'abandonner sans désister, et puis nager au fil du temps, suivre le courant. Au gré du cœur, se laisser glisser, comme si la vie savait, comme si pour savoir. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, transformer Noël en un succès financier. Je vais dire transformer les fêtes de fin d'année en un succès financier. C'est ce qu'on apprend avec notre conseiller financier Cédric Larigaldi. Et Cédric, cette fois-ci, on va parler des prévisions concernant les taxes pour l'année 2022. Qu'est-ce qui se passe?
Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, premièrement, je suis pas au gouvernement, je suis pas expert en taxes, donc Mais il y a des échos. personne ne le sait. Mais il y a des petites choses. C'est un peu comme, est-ce qu'il va neiger au mois de décembre? Bon, bah, on sait que décembre égale froid, froid égale neige. Donc, première chose. En général, lorsqu'on regarde s'il va y avoir des taxes qui vont augmenter, on regarde est-ce que c'est une année électorale. On sait que durant les années électorales, il y a personne qui va augmenter ses taxes parce que ça va pas marcher. Les élections, on vient de les avoir. Oui. Donc, entre guillemets, maintenant, la personne qui est au pouvoir a plus ou moins les points pouvoir de faire un peu ce qu'il veut. Pas tout à fait, mais presque. Ensuite, deuxième chose, est-ce que le gouvernement aurait dépensé un petit peu plus que prévu sur les 2 dernières ou 3 dernières années? Eh ben, on voit qu'avec la Covid, c'est sûr, les coffres sont vides. Donc ça, pour nous, comme analystes, on est en train de regarder et on se dit, est-ce qu'on commence à avoir des petits red flags qui nous annoncent qu'il y aurait des possibilités d'augmentation de taxes. Et en effet, on va dans une direction où il va falloir à un moment donné renflouer cet argent qui a été donné aux contribuables. Est-ce qu'il y aura une augmentation de taxes sur les revenus? On ne le pense pas. Pourquoi? Parce que les gens souffrent encore. Les petites entreprises souffrent encore. Il y en a plusieurs qui n'ont pas encore réouvert ou ouvert à moitié, donc difficile. Cependant, il y a 2 taxes qui sont là depuis un petit bout de temps et on pense, est-ce que ça va arriver en 2022, 2023, on ne le sait pas, mais on pense qu'il y aurait la situation serait idéale pour le gouvernement d'augmenter. La première chose, c'est les gains en capital. Donc aujourd'hui, sont taxés à 50% lorsque vous vendez une seconde propriété ou certains investissements sont comme ça. Donc, à vérifier, les gens qui pensent vendre et avoir une taxe en capital dans les prochains mois, regardez bien ce qui se passe là, il se pourrait. Ça fait déjà 4-5 ans dont on en parle, mais pour l'instant, c'est jamais arrivé. Donc, on attend. La deuxième chose, en Ontario, vous avez les frais de succession qui sont de 1,5%, qu'on appelle en anglais le probate fee. Pareil, c'est une petite taxe qu'on ne voit pas vraiment puisqu'elle est là au moment du décès. Et si demain, elle passait de 1,5 à 2,5, entre toi et moi, ça ne nous affecte pas du tout. Oui. Parce que tant qu'il n'y a pas de décès, il n'y a pas trop de taxes là-dessus. Donc, c'est une taxe facile à glisser sous le bas de la porte sans que personne s'en rende compte. Donc, c'est ces 2-là dont nous, on va regarder pour 2022. Est-ce que ça va arriver? Peut-être que ça ne va pas du tout bouger, mais on va regarder là-dessus. Surtout pour nos clientèles, ça peut être important. Sinon, de toute façon, les REER sont l'investissement le plus plus facile à mettre en place lorsque on a des augmentations de salaire. Donc pour les gens qui ont eu des augmentations de salaire en 2021, c'est sûr que les REER sont la place où aller. La date limite est bien sûr le 1er mars 2022. Donc si vous voulez mettre des REER pour 2021, vous avez jusqu'à 1er mars 2022. On va voir le TFSA qui va augmenter, le CELI, pardon, excusez-moi, j'ai parlé en anglais. Le CELI qui va augmenter, donc là le maximum c'est 75 500 $. Probablement qu'on va avoir une nouvelle fenêtre de 6 000 $ en plus. Okay. On attend la confirmation à la fin de l'année. Donc on aurait la possibilité de déposer le total. Attention pour les immigrants, ça part à partir du moment où vous commencez à avoir votre numéro de sécurité sociale. Oui, donc il faut être sûr de combien vous pouvez mettre. C'est pas parce que votre voisin, lui, il peut que vous pouvez. Donc vérifiez ça. Et puis bien sûr, pour la fin de l'année, important, au 31 décembre, pour les REE, c'est-à-dire pour les éducations postsecondaires des enfants, le dernier moment où vous allez recevoir des subventions du gouvernement, c'est au 31 décembre du 17e anniversaire du bénéficiaire et non pas à 18 ans. Donc si votre enfant a son anniversaire le 1er décembre, au 31 décembre, s'il a son 17 ans, vous pouvez continuer à mettre de l'argent dedans, mais vous ne recevrez plus de subventions du gouvernement. C'est important. Okay. Des gens l'oublient des fois. Donc, qu'est-ce qu'on fait après? Il y a plusieurs stratégies. C'est pour tout ça qu'il faut avoir un conseiller financier, là, parce que quand on a commencé à parler du 2%, tu sais, pour le truc de décès, là j'ai déconnecté un peu, puis en plus, je suis revenue. Donc,
C'est pour tout ça qu'il faut avoir un conseiller financier. Donc, Cédric à commercial aspirewealth.ca, c'est là que vous pouvez lui poser des questions. Il sera très, très ouvert à vous répondre. Il va nous rester quoi? Quelque chose comme 1 minute, 45 secondes. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les taux hypothécaires pour l'année 2022? Qu'est-ce que tu sens venir? Augmentation, c'est sûr et certain. Il n'y a même pas à réfléchir, ça va augmenter. Est-ce que ça sera au mois de décembre? Tu l'as même pas dit de façon, tu l'as dit de façon vite, comme il faudrait pas qu'on rêve. Non, oublions ça. N'oublions pas qu'un taux normal de prêt hypothécaire est de 5% en 5%. Moyenne. C'est les taux normaux. Donc, si on dit que l'été, il fait normalement 25-30 degrés chez nous et qu'il fait 10, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, c'est pareil, les taux hypothécaires sont très bas. Notre feeling est que ça devrait arriver probablement sur mars ou avril. Est-ce que ça arrivera avant? Après, c'est compliqué. Et l'idée, c'est de récupérer 1 à 2 points sur les 24 prochains mois. Donc oui, on va augmenter petit à petit au départ. Là, il faut observer ça aussi avant de se lancer dans quoi que ce soit. Écoute, Cédric, je vais te garder avec moi parce que j'ai une question à te poser après la pause. Bien sûr. Maintenant, pour ceux qui nous regardent, j'aimerais vous inviter à visiter le www.aspirewealth.ca si vous voulez rentrer en contact avec notre conseiller financier. On va prendre une pause et juste après la pause, on va poser une question à notre conseiller. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette semaine, Anna t'en parle. Pour la première de la saison, je me retrouve en studio, en direct avec Marcel Brault et on parle des élections. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. À la prochaine émission, pour vous réchauffer lors de soirées en camping un peu trop fraîches, je vous cuisine un excellent chili végétarien. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Notre conseiller financier est toujours avec nous, mais on ne va pas parler de finances. Je veux juste savoir, Cédric, est-ce que tu prépares pour le temps des fêtes? D'abord, nous, malheureusement ou heureusement, ça dépend dans quel coin, notre famille est en France, donc on a moins de cadeaux à acheter, mais on a moins d'amis autour de nous, donc c'est toujours un petit peu plus calme pour Noël. Et j'ai beaucoup de chance, j'ai mon frère qui ouvre le nouveau Ritz-Carlton de Manhattan à New York. Le Ritz? Oh, wow! Donc on va être obligé d'aller à New York, c'est vraiment pas de chance. Pour le nouvel an. On est jaloux, Mais je voulais te dire merci pour ta collaboration pour cette année et puis on se revoit en 2022. Je te souhaite un excellent temps des fêtes. Avec plaisir. Moi, je te souhaite de bons moments de fête en famille. Attention à toi, bonne santé et profite des amis et de la famille autour de toi. Merci Cédric, bye bye. Ciao, ciao. Alors, pour vous autres à la maison, encore une fois, www.aspirewealth.ca, c'est le site web de notre conseiller financier si vous avez envie d'avoir contact avec lui. Moi, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. On sera de retour lundi à partir de 11h. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez des moments en famille. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. Vous regardez